Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Que voulez-vous faire quand vous étiez plus grand? Que répondiez-vous à cette phrase qu'on a, je pense, tous entendue lorsque nous étions plus jeunes? Est-ce que parmi vous, il y avait des personnes qui voulaient être footballeurs, astronautes, influenceurs aujourd'hui? Moi, je voulais être archéologue. Là, c'est moi petit. Je vais avoir 3-4 ans avec des rêves plein la tête, une imagination débordante. Quelques années plus tard, ce désir, ce rêve de vouloir devenir archéologue. Sauf que l'équation, elle n'est pas bonne. Je viens d'un quartier populaire à côté de Dijon qui s'appelle Chenauve. La petite barre là-bas, où il y a l'ellipse rouge, j'habitais tout à gauche au premier étage. Pas très bon en cours. Je ne sais pas si vous aviez connu cette expérience, à chaque rentrée des classes, surtout au collège, vous notiez sur une feuille de papier ce que faisaient vos parents comme métier et ce que vous vouliez faire plus tard. Évidemment, j'avais dit que je voulais être archéologue. Ma mère était femme de ménage. Mon père avait ramassé des oranges en Espagne. C'est à peu près tout ce que je connaissais de lui. Je ne l'ai pas très bien connu. Il est décédé par la suite. Et à la fin de sa vie, on a essayé de recréer le lien en vain. Et mes parents sont immigrés algériens. Donc, tout ce mélange-là, plus le fait de ne pas être bon en cours, je vous le donne en mille, on me disait, il va falloir être plus réaliste, mon ami, il va falloir revoir le rêve à la baisse. Et puis, n'ayant pas l'entourage, il n'y avait pas d'archéologue autour de moi. J'étais bercé, évidemment, par les épisodes de C'est pas sorcier, Sydney Fox l'aventurière, Indiana Jones. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas de l'archéologie. On m'a dit du coup, c'est pas possible pour toi. Et à force d'entendre des gens, en tout cas, vous dire, en l'occurrence, dans l'esprit de ma mère, que les diplômés, en l'occurrence les professeurs, vous disent que vous pouvez pas arriver à réaliser votre rêve, et eux savaient puisqu'ils avaient les diplômes. À force de vous dire que vous êtes nuls, vous finissez par le croire, malheureusement. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai du coup bâti ma scolarité, on va dire, comme tout petit élève classique, en n'étant pas vraiment très bon malheureusement, jusqu'à ce qu'en troisième, je quitte mon quartier populaire, Chenauve, et je pars dans un collège-lycée un peu plus huppé. Et là, je commence à comprendre que l'égalité des chances, c'est pas pour tout le monde. Parce que je me retrouve à donner en fait mon dossier scolaire. En l'occurrence, je faisais LV2 italien, la plupart faisaient LV2 espagnol, et je changeais du coup de collège-lycée de secteur. Et là, ma mère me dit, écoute Meron, on va étudier ton dossier, et ils te donneront une réponse à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, tous ici sauront que l'égalité des chances, c'est un concept, et que c'est complètement faux. Mais j'ai grandi avec cette idée. Parallèlement à tout ça, je fais une rencontre qui m'a bouleversé, m'a mis une claque comme on m'a rarement mis et qui change à ce moment-là toute ma perception, toute ma vie. Cette rencontre, c'est le breakdance, la danse. Alors on pourrait croire comme ça que c'est irréel, spontané, sporadique, pas du tout. J'ai fait de la danse pendant plus de 10 ans au niveau international, parcourir la France, l'Europe. J'ai eu la chance de partir en Grèce, faire des tournées, des battles, des spectacles. Mais ça m'a surtout appris la danse une chose, la discipline. Le fait, en l'occurrence le breakdance, de tomber 99 fois et de réussir le mouvement au bout de la 100e fois. De croire que l'impossible puisse devenir possible. Biologiquement, votre corps, il n'est pas apte à sauter sur la main, tourner sur la tête, faire des saltos arrière, et là, je le voyais de mes yeux vus, c'était concret. Et là, je me suis dit, mais attends, à ce moment-là, c'est pas possible, je peux pas ne pas devenir archéologue. Mais j'étais quand même pas assez bon en cours. Je sais pas si vous avez eu vous aussi ces profs voyants qui lisaient à travers leur boule de cristal l'avenir à travers vos notes. Dieu soit loué, ils n'étaient pas tous comme ça,
Mais je pense que là aussi, autour de nous, on en a forcément connu. Post-lycée, je valide mon bac. Je fais un bac STG, à l'époque. Sciences technologies de la gestion. Et là, je vois le management des organisations, la gestion des ressources humaines. Je valide mon bac au rattrapage avec 1 en maths. Je rappelle qu'en STG, on avait les formules. 1 en maths, c'est on écrit son nom et son prénom, pour schématiser. J'étais sorti au bout de 2 heures en étant persuadé que j'allais avoir une super note, mais non. Imaginez donc le petit quartier qui réussit dans une seule chose, puisque les jugements que je recevais la journée, à ce moment-là, je les avais plus. Et le breakdance, le soir, à la salle, il y avait des avocats, des médecins, des juristes, des étudiants, et là, on était tous danseurs. Il n'y avait rien d'autre, aucune barrière, aucune frontière. Je continue donc avec cet esprit que le breakdance sera mon orientation, ma boussole, ma vie. Et puis je décide à ce moment-là de partir faire une école de sport à Lyon, qui me coûtait à ce moment-là, en tout cas, a coûté à ma mère, parce que j'avais pas du tout les fonds. Elle a contracté un prêt pour moi, qui était l'équivalent de 4 000 € à peu près, une année, et la seconde, c'était 5 000 €. J'étais déjà au courant de tous ces tarifs-là, mais le directeur de l'époque m'avait dit « Écoute, Meron, si tu travailles bien la première année, la deuxième, tu peux avoir des bourses. » J'ai très très bien travaillé, j'ai tout cartonné, je vous le donne en 1000. La deuxième année, pas de bourse. Qu'est-ce que je fais ? Je retourne chez ma mère, avec mes 2 petits frères, avec toujours ce rêve de devenir danseur à ce moment-là, puisque l'archéologie était ailleurs, pas du tout présente, oubliée. Et ma mère qui me dit « Écoute, Meron, faut trouver quelque chose, à juste titre. » Je me dis, bon, bac en poche, validé au rattrapage, certes, STG, certes, on va quand même tenter. Et puis, je me dis, bon, gamin, je voulais être archéologue, on va reprendre ce rêve. J'accède à l'université de Bourgogne, à Dijon, là d'où je viens. Et puis, première rentrée, le prof principal nous accueille et nous dit sur environ, une assemblée de 200-300 élèves, Bon, qui a fait quelles études? Donc on est à peu près 200-300. La majorité lève la main pour le bac général, donc SESL. Et puis il dit les autres, sans nommer. Et là on doit être 3. Et il nous dit bon, c'est même pas la peine d'essayer. Je lui donnais raison parce que j'ai quand même essayé. J'ai redoublé. Fac d'histoire, première année. L'idée, c'était de faire 3 ans en fac d'histoire, puis réorientation en master en archéologie. Je redouble cette première année, je refais une seconde première année, je redouble encore. Endetté, 3 redoublements d'affilée, ma mère qui commence un peu à s'inquiéter, à me dire « Écoute, là, vraiment, faut se décider ». Le fait est qu'à l'époque, en tout cas, en STG, les commentaires de texte, les dissertations, développer son esprit critique à travers des œuvres ou des situations que je ne connaissais pas, c'était impossible. On n'apprenait pas les commentaires de texte et les dissertations, et en histoire, on vous demandait de les faire pendant 4 heures. Donc autant vous dire qu'au bout d'1 heure, j'étais déjà barré. Ces deux redoublements d'affilée, ma mère qui me pose la question « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « Écoute maman, il y a une dernière filière, histoire de l'art et archéologie. Les seules formes d'art que je connaissais, c'était la musique et la danse. Peinture, sculpture, architecture, j'en avais rien à cirer. Et archéologie, je croyais que c'était les dinosaures. Là aussi, je vous le donne en 1000, c'est l'histoire de l'homme. Pourtant, je rentre là-dedans, je prends une claque, encore une fois, extraordinaire. Je passe ma première année du premier coup. Incroyable. Je passe en deuxième année. Je perds mon papa à ce moment-là avec qui on avait renoué des liens. Je loupe énormément d'examens. J'arrive à les rattraper. Et puis, troisième année, je pars à Rome, en Erasmus, sur 4 places dans toute l'université. Il fallait faire des lettres de motivation en anglais, en italien, en français. En italien, au lycée, j'avais approximativement 6 de moyenne annuelle.
et des appréciations du type « Merwan a définitivement choisi l'option récréation », « Bavard et dit ne pas s'en rendre compte », « Je pense qu'ils ont fait un pari », en me disant « Lui, on va le mettre au défi, on va voir comment ça se passe ». Jackpot, je repars avec une licence validée à l'université de Rome, et je passe même mon permis de conduire là-bas. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à Rome. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'expliquer. Je me retrouve à avoir des cours au Colisée, des cours au Vatican. Je pensais au départ, la première fois où la professeure nous dit « Écoute, demain, on se rejoint au Colisée où on va aller faire le tour. » Mais non, on avait nos passes et on allait faire cours à l'intérieur. Au Vatican, on allait dans des ailes qui étaient fermées au public. Et j'étudiais des œuvres que j'avais vues l'année d'avant sur rétroprojecteur. Je commence à prendre confiance en moi en me disant « Je fais tout ça en italien ». On m'a dit toute ma scolarité que j'étais nul. En archéologie, on m'a encore dit que j'étais nul. Et là, je suis dans le vif du sujet. Extraordinaire. Je pars ensuite à Bordeaux, en master. Pas d'argent non plus pour financer le loyer. J'ai des amis qui croient en mon projet et qui me disent « Écoute, Merwan, nous on t'héberge, il n'y a pas de problème, mais tu vas dormir sur le clic-clac. » Pas de souci. Sauf qu'il y a le staff américain Pablo avec qui occupe déjà les lieux. Bon, on passe 2 ans ensemble, on tisse des liens. Et durant ces 2 années de master, je me retrouve au Danemark, en stage, à analyser des fragments de bouquins empoisonnés sur des machines que l'on appelle des diffractomètres de rayons X. En fait, on essaie de développer des interprétations pour savoir pourquoi ces fragments de livres sont empoisonnés. Et en fait, c'était dans un but de conservation pour éviter que les parasites ne mangent le papier. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le film Au nom de la rose. C'est exactement la même chose. C'était empoisonné à l'arsenic, donc on avait les intensités chimiques qui étaient au maximum, et c'était extraordinaire. Je me retrouve également, durant ma scolarité en master, à aller sur l'île de la Réunion pendant 6-7 mois, où mon boss de l'époque me dit « Écoute Merwan, on part demain en pleine jungle réunionnaise, et on va chercher un pénitencier pour enfants du 19e siècle. » Donc là, je vous laisse imaginer la sensation que j'avais. J'étais payé en plus, puisque c'était un stage long, d'être en pleine jungle réunionnaise, de chercher un pénitencier pour enfants, d'être payé pour ça, à l'aube de valider mon master. En archéologie, alors qu'on m'avait dit « Oublie tout de suite, reste dans ton quartier, reste danser, c'est mieux. » Je mets cette image parce que c'est vraiment pour donner une impression. Il y a des marches et des escaliers, il y a un sommet. Aujourd'hui, je suis archéologue. J'ai travaillé dans plusieurs pays, la France, la Suisse, plus récemment au Royaume-Uni à Londres, dans des instituts reconnus. Aujourd'hui au Luxembourg, où je suis devenu responsable d'opérations archéologiques, où je dirige des opérations. Actuellement, je dirige d'ailleurs une opération sur un ancien cimetière du XIIIe siècle. Et je me suis dit un jour, en commençant ma carrière tout du moins, 2020 à peu près, 2019-2020, un jour je raconterai cette histoire que je suis en train de vous raconter. Celle d'un gamin de quartier, en substance, issu de l'immigration, à qui on a dit que tu pourras jamais réaliser ton rêve, celui d'être archéologue, que tu n'arriveras jamais à rien, et que c'est mieux de rester là où on te met. Pour autant, j'ai refusé de croire à ce qu'on me disait. Alors on m'a mis des bâtons dans les roues, évidemment, mais je m'en suis mis aussi. Et puis un jour, sur les réseaux sociaux, en particulier un, je me dis, allez, j'ai un peu de crédibilité, je vais raconter cette histoire. Et là, carton plein, je me mets avec mes habits, on va appeler comme on veut, gars de cité, racaille, danseur, peu importe. Et puis ma mère aimait beaucoup encadrer les diplômes. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la situation. Un bac général et technologique en STMG, STG à l'époque, validé au rattrapage, et un master en archéologie, validé mention très bien, à 17/20 à la soutenance. Et là, le post explose, plus de 25 000 likes, des milliers de commentaires, des centaines de republications, des propositions de collaboration, des interviews, des podcasts, une émission de télé plus récemment. Tout ça pour dire que
Demain, si vous avez des enfants, vous allez en avoir, ou des plus jeunes de votre famille, ou même des moins jeunes, mais plus les jeunes quand même, quand vous leur demanderez « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», ne leur dites pas de ne pas essayer, demandez-leur s'ils sont prêts à tomber, et dites-leur surtout d'essayer, parce qu'au final, croire en l'impossible, ça s'apprend. Merci à tous.